Bonjour à tous, ça aurait pu être en session santé, mais il y a un peu de lien avec l'écologie. Une fois n'est pas coutume, je ne vous présente rien sur les bonobos cette année, mais sur une étude de postdoc qu'on a publiée l'année dernière dans Scientific Reports, et qui est en fait issue d'un projet qui n'avait pas du tout cet objectif-là. C'est pour ça que vous verrez que parfois les méthodes ne sont pas les plus optimales pour faire ce qu'on veut faire, mais voilà, on avait quand même quelque chose à dire là-dessus. Donc c'est bien, Baptiste est passé ce matin sur le microbiote, donc je ne vais pas rappeler énormément de choses, simplement le rappel entre le microbiote intestinal comme proxy potentiel pour la santé, ou en tout cas des liens dans les deux sens, sur des fonctions métaboliques, immunitaires, neurologiques. Donc il y a de plus en plus d'études sur la flexibilité ou la plasticité du microbiote, pourquoi, comment, donc soit le vieillissement, l'environnement, la phylogénie. Et il y a un intérêt qui est de plus en plus développé depuis quelques années, là, 5-6 ans, de comparer une même espèce dans différents environnements pour voir cette même espèce, donc s'affranchir de la phylogénie, pour voir l'effet de l'environnement. En captivité, il y a deux études un peu fondatrices il y a 4-5 ans qui ont montré qu'il y avait globalement une diminution de la diversité du microbiote intestinal et un changement de composition. Fréquemment, pas tout le temps, mais souvent. Il y a des études que je ne cite pas ici, mais plus récentes, mais qui nuancent ces résultats, qui disent que ce n'est pas toujours le cas, cette diminution de diversité qui serait potentiellement expliquée par une diminution de la richesse dans l'environnement. En captivité, l'environnement est moins diversifié, donc le microbiote est moins diversifié. Le problème de ces études, à notre avis, c'est que les catégories d'environnement sont très simplistes. On va comparer du milieu captif avec du wild, du milieu naturel, en regroupant n'importe quel zoo ensemble et n'importe quel wild ensemble. Or, en milieu naturel, on a une variabilité de contexte extrêmement importante, de fragmentation, de proximité humaine à des champs agricoles, mais en zoo aussi. Juste un exemple pour ceux qui connaissent en France, si on pense à la ménagerie du Jardin des Plantes ou à la Vallée des Singes, on n'est absolument pas dans le même type d'environnement, et dans les deux cas, c'est un zoo et on est en captivité. Donc l'idée ici, c'est de comparer, il y a quand même un petit truc phylogénétique, de comparer le bactériome de deux espèces de grands singes de Saint-Patrick vivant dans le même environnement, au même endroit, des gorilles et des chimpanzés, d'une part en milieu naturel au sud-est du Cameroun, et d'autre part dans un zoo européen non nommé pour des questions d'anonymat demandées par les avis éthiques. Et donc ce qu'on a cherché à faire vraiment, c'est de caractériser l'environnement pour essayer de comprendre, alors vous verrez, il n'y a pas des modèles, c'est un peu qualitatif, mais de comprendre en quoi ça pouvait influencer les changements potentiels de bactériome qu'on pouvait trouver. Donc un premier site d'étude, donc je ne dis pas exactement où c'est pour les mêmes raisons, au sud-est Cameroun, et un zoo européen. Au Cameroun, j'y ai passé 5 mois en 3 missions, mais pour ce projet-là, c'était il y avait besoin de beaucoup moins. Et au zoo européen, on a fait 5 jours. Comme au départ, on n'avait pas prévu de faire cette comparaison sans les humains, au départ c'était une comparaison avec les humains, en fait on a utilisé nos données de sciences sociales qualitatives pour caractériser les environnements. Donc à la fois des entretiens semi-directifs au Cameroun et au zoo avec les soigneurs animaliers, de l'observation participante pour comprendre un peu les relations entre les humains et ces primates, parce que ça peut aussi jouer sur le microbiote, et on a pas mal utilisé la littérature existante pour caractériser les écologies de grands singes au Cameroun, puisqu'on n'avait pas les données, nous, écologiques là-dessus. Donc on s'est intéressé au type d'habitat, à l'écologie alimentaire et au contact entre espèces qui pourraient potentiellement influencer ce microbiote, en résumant ça qu'aux primates, donc on aurait pu aussi aller voir d'autres choses. On a collecté des crottes, pour le Cameroun, c'était des grands singes non habitués, donc là ça nous a demandé quand même une semaine H24 en forêt assez loin. On a pu avoir 15 crottes de gorilles et 6 crottes de chimpanzés. Aux zoo européens, c'était quand même beaucoup plus simple. Et on a eu 6 crottes de chaque. Et pour les chimpanzés, ce n'est pas la même sous-espèce. Je ne discuterai pas ici, mais évidemment, ça pourrait potentiellement jouer sur certaines choses. Alors nous, ce n'était pas comme Baptiste. Il y a eu 10 jours en RNA later avant une congélation à moins 80. Mais ça marche quand même. Et ensuite, on a fait des analyses du bactériome. Donc comme ce qui a été présenté ce matin, amplification de la région V3-V4. Par contre, avec une finesse beaucoup plus importante, avec une raréfaction à 200 000 séquences, donc ça ne sert à rien pour ça, c'est énorme, mais bon, c'était les données qu'on avait. Et on a comparé le bactériome à travers 3 indices qui ont été présentés par Baptiste ce matin, donc la diversité alpha, c'est la richesse, la diversité bêta, ce que Baptiste appelait la dissimilarité, et la composition, donc vraiment quel genre bactérien, quelle famille bactérienne. Donc tout d'abord, et ça c'est important pour moi, on considère ce tableau qui est une caractérisation de l'environnement comme un résultat. Ce n'est pas de la méthode, ce n'est pas une discussion, on a fait l'effort de caractériser d'une certaine manière l'environnement dans lequel on travaillait. Donc là il est beaucoup plus simplifié par rapport à la publication. Vous avez en gros en haut le Cameroun et le zoo avec des caractéristiques générales et spécifiques ensuite à chaque espèce.
Concernant l'habitat, donc là, ça s'appuie à la fois sur des entretiens et de la littérature. Je ne donne pas le détail, mais on a des citations, des choses comme ça. On constate qu'au Cameroun, gorilles et chimpanzés sont proches des villages et peuvent piller les champs, ça c'est commun. En revanche, on a une différence d'utilisation du type d'habitat, donc ils vivent dans la même zone, mais ils ne vont pas forcément privilégier, donc ça c'est assez bien connu, hein, le même type d'habitat. Les chimpanzés plutôt dans des forêts à sous-bois ouverts et les gorilles plutôt dans des forêts à sous-bois fermés, en gros. Au zoo, les deux espèces avaient un accès extérieur avec une végétation spontanée, avec de la terre, de l'eau, et notamment un canal reliant l'ensemble des îles sur lesquelles il y avait des espèces de primates qui pouvaient servir potentiellement de vecteurs entre les différentes espèces. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à travers nos entretiens, les soigneurs nous ont bien indiqué comment ils nettoyaient les loges intérieures, et ils soulignaient le fait qu'ils n'utilisaient pas de javel, qui était pour eux, donc je ne dis pas c'est juste ou faux, mais c'est intéressant de voir la perception qu'ils en avaient, un moyen de stimuler l'immunité naturelle des grands singes, et donc ils n'utilisaient que du savon ou de l'eau chaude. Donc ça paraît des détails, mais je pense que c'est important de regarder ces détails-là. Concernant le régime alimentaire, donc pour les gorilles et chimpanzés au Cameroun, alors pas au Cameroun, mais dans le bassin du Congo de manière générale, la littérature nous dit qu'en gros c'est plus de 130 espèces consommées et qu'on peut avoir près de 50 à 60% de chevauchement d'espèces alimentaires consommées entre chimpanzés et gorilles. Il y a quand même évidemment des spécificités. Les gorilles vont plutôt consommer des tiges et des feuilles et des fruits en saison à forte disponibilité, alors que les chimpanzés vont plutôt consommer des fruits, même si occasionnellement, enfin régulièrement, mais en petite quantité, ils peuvent manger des tiges et des feuilles. Au zoo, on avait un nourrissage 4 à 7 fois par jour, même fournisseur d'aliments. Au total, on a relevé en gros une vingtaine d'aliments différents, et avec le même type de répartition, 80% de légumes, 20% de fruits. Et il y avait après quelques spécificités, et les deux espèces consommaient de la végétation spontanée sur leur île. Donc on avait un habitat diversifié, même si on est en zoo, là, sur la première colonne. Pour le régime alimentaire, on voit déjà là qu'il y a une convergence importante du régime alimentaire entre gorilles et chimpanzés au zoo par rapport au Cameroun. Je sais que c'est qualitatif, mais on peut quand même le dire, je pense, quand on a exactement les mêmes proportions de légumes et de fruits. Et concernant les contacts interespèces, donc au Cameroun, on a bien un partage d'habitat très important, là qu'on a même quantifié, que je ne montre pas ici, mais entre les humains et les grands singes. La chasse existe, mais elle est beaucoup moins fréquente que pour les petits singes, comme ça a été relevé par Barthélemy aussi au Gabon. Et il y a 7 autres espèces de primates non humains dans le même espace. Au zoo, les gorilles et chimpanzés peuvent se croiser aussi. Hein. Et les populations locales, comme certaines publications, relatent des conflits possibles entre chimpanzés et gorilles, des chimpanzés qui peuvent attaquer des gorilles, et ça c'est important parce que potentiellement ça peut aussi être des vecteurs de transmission, pas forcément de pathogènes, mais du micro-organisme au sens large. Au zoo, on avait des habitats écologiquement similaires, mais jamais partagés. Hein. Chimpanzés et gorilles n'étaient pas ensemble, évidemment. Potentiellement un partage indirect via le canal. On ne pourra jamais conclure là-dessus, mais c'est assez intéressant puisqu'il y a 32 autres espèces de primates dans ce zoo européen. Et les gorilles, contrairement aux chimpanzés, partageaient leur île avec 2 autres espèces de primates non humains. On s'est aussi intéressé au contact entre soigneurs et grands singes. Avec les gorilles, il n'y a pas du tout de contact physique, il y a même beaucoup de distance qui est mise, enfin, ce n'est pas du tout le même type de travail des soigneurs, alors qu'avec les chimpanzés, on a pu constater régulièrement, à la fois en observation participante et avec les entretiens, des contacts physiques pas forcément quotidiens, mais en tout cas réguliers, avec notamment par exemple de l'épouillage mutuel. Concernant maintenant la diversité alpha, donc on a utilisé en fait 3 indices complémentaires, j'en montre que un ici, le plus simple, la richesse des ASV, ce qu'a expliqué Baptiste ce matin, donc c'est des séquences uniques en gros. Vous avez ici les chimpanzés du Cameroun, les chimpanzés du zoo, les gorilles du Cameroun et les gorilles du zoo. Donc tout d'abord, on ne retrouve pas la diversité qu'on aurait pu attendre, la diminution de la diversité qu'on aurait pu attendre, qui avait déjà précédemment été publiée. On n'a pas moins de diversité alpha du microbiote intestinal en zoo qu'au Cameroun. Il y en a plus chez le chimpanzé en zoo, mais ce n'est pas significatif. Par contre, pour le gorille, c'est significatif. Donc on a même significativement une diversité du bactérium, pour être plus précis, intestinal des gorilles en zoo, comparé aux gorilles du Cameroun. Donc ça, c'est pour ça qu'on a publié ça. Ça nous a un peu scotché, parce que ce n'est pas du tout attendu. Vraiment pas du tout. Je ne sais pas exactement pourquoi, hein. Mais en tout cas, voilà. Et nos hypothèses qu'on discute dans le papier, mais qu'on ne peut pas trancher, c'est que peut-être au Cameroun, évidemment, l'environnement est extrêmement diversifié, extrêmement riche, mais au zoo, ils ont quand même accès à de la terre, à de l'eau. Il y a ce canal qui transite avec plein d'autres espèces de primates qui n'ont pas l'habitude forcément de côtoyer, même indirectement. Et ils ont forcément leur stock, entre guillemets, leur part phylogénétique de constitution du bactérium qui pourrait peut-être
être enrichis avec un environnement différent. C'est très spéculatif, mais c'est un peu les hypothèses qu'on soulève. Concernant les indices de dissimilarité, donc là aussi dans le papier on en a 3 complémentaires qui montrent la même chose. Donc là on cherche à chaque individu avec son propre bactérium va être associé à un groupe et un site. On retrouve bien ce qu'on attend, une distinction des groupes par espèce et par site. Tous les gorilles du Cameroun sont ensemble, tous les chimpanzés du Cameroun sont ensemble, etc. Donc ça c'est le facteur phylogénétique très bien connu, ok. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que les gorilles du zoo clusterisent avec les chimpanzés du zoo. Donc les facteurs environnementaux dépassent le facteur phylogénétique. On les attendrait vraiment avec les gorilles du Cameroun. Eh bien non, ils sont ensemble. Donc là, l'hypothèse principale, c'est évidemment la convergence de l'alimentation au zoo entre ce qu'on a pu mettre en évidence entre les gorilles et les chimpanzés. Et enfin, très rapidement, donc je ne donne pas les détails, quand on compare les compositions, on retrouve ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'on a près de 80% des phyla enregistrés qui sont des Firmicutes bacteroidetes, mais on n'a pas du tout de changement de composition important comme ça a pu être montré dans d'autres papiers précédents. Et après, on a montré quand même, pour certains genres, des différences significatives qui sont potentiellement en lien avec la digestion des fibres, que je ne montre pas ici. Donc pour conclure, on n'a pas de diminution de la diversité en zoo, et même une augmentation pour les gorilles. Donc on discute différentes hypothèses, mais pour nous, ça montre l'intérêt de ne pas considérer 10-15 zoos, comme ça a été fait dans d'autres publications, comme une catégorie zoo, mais de s'intéresser comme une méthode, un résultat, à comment on caractérise un zoo, même avec des méthodes un peu plus qualitatives. On retrouve bien l'influence première de la phylogénie, mais parfois l'environnement prend le dessus, et donc avec ici probablement la convergence alimentaire entre chimpanzés et gorilles du zoo. Et on n'a pas trouvé de différence de composition entre sites majeures, enfin pardon, des différences fines, mais pas de différence majeure de shift de composition du bactérium. Et en fait, pour nous, dans ce papier, au-delà de la question du bactérium, qui était presque un outil pour avoir un autre message, c'est la faiblesse des catégories wild et captives de manière générale. Et moi, depuis ça, j'essaye de ne plus utiliser wild aussi parce que c'est un concept globalement occidental qui est très ancré sur plein de trucs et qui ne renvoie pas que à du free-ranging, qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus complexe. Et captif, c'est pareil, on peut être au CIRM, Falolai à Bonobo, à la vallée des singes, à la ménagerie, ça n'a rien à voir. Et donc je pense, voilà, juste attirer l'attention sur ces questions de catégorie. Merci aux collaborateurs et pour votre attention.